Bonjour et bienvenue sur Buzz Brut, la chaîne dédiée à vous rapporter toute l'actualité des célébrités US. Encore énormément de révélations en ce 3e jour de procès. Cassie est revenue à la barre et elle est vraiment rentrée dans le détail des conséquences physiques sur son corps de ces années d'abus. Elle a révélé qu'elle souffrait beaucoup de plaies dans la bouche à force de pratiquer, selon ses propres mots, beaucoup de sexe oral. Elle raconte au jury qu'elle avait des infections urinaires constantes que même les antibiotiques ne pouvaient pas soigner. Encore une fois, âme sensible, abstenez-vous, parce qu'aujourd'hui on va vraiment approfondir sur les abus qu'elle aurait subis. La procureure Emily Johnson a repris où elle s'était arrêtée la veille, guidant les jurés dans ce que Cassie a décrit comme une décennie sous l'emprise de Diddy. La matinée a commencé avec plus de précision sur cette fameuse vidéo de l'agression à l'hôtel Intercontinental en 2016. Une nouvelle vidéo de 16 minutes cette fois-ci, sous plusieurs angles, a été montrée. C'est sans doute la vidéo complète que le garde de sécurité avait filmée sur son GSM pour pouvoir la montrer à sa femme. Il a témoigné le premier jour du procès que lorsqu'il est revenu le lundi matin à son poste, la vidéo en question avait disparu des serveurs de l'hôtel. Et on sait que Diddy avait payé l'hôtel Intercontinental à l'époque pour faire supprimer cette vidéo. Donc c'est vraiment une aubaine pour l'accusation de récupérer cette vidéo très incriminante pour la défense. Au tribunal, Cassie a dû faire le narratif de cette vidéo, séquence après séquence pour les jurés. On la voit sortir de la chambre pieds nus, elle ne tentera de mettre ses chaussures qu'une fois arrivée à l'ascenseur. Elle a un sac à main dans une main, un sac de voyage Louis Vuitton dans l'autre et son téléphone. Les procureurs veulent vraiment montrer aux jurés qu'elle essayait de s'enfuir. Cassie a témoigné que le sac et le téléphone qu'elle portait lui appartenaient. C'est une précision importante parce que ça contredit ce que Diddy avait dit lors de sa déposition à lui. Comme quoi, il ne l'empêchait pas du tout de s'échapper, qu'il courait juste après elle pour récupérer ses affaires à lui avec lesquelles elle comptait partir. Eh bien, aujourd'hui, Cassie dément. Elle dit que c'était ses affaires à elle qu'il lui arrache sur la vidéo, son sac à main, son sac de voyage, son téléphone. Donc bon, ça risque d'être compliqué pour ses avocats de justifier ce comportement. Surtout qu'elle a nommé un témoin, l'escorte qui était dans la chambre d'hôtel pendant toute cette altercation. Alors, ça peut sembler un peu répétitif pour l'accusation de passer beaucoup de temps sur cette vidéo, mais c'est vraiment primordial pour les procureurs de montrer au jury que la contrainte que Diddy exerçait faisait vraiment partie d'un schéma, pas d'un truc ponctuel, un vrai schéma de comportement dont on a un exemple concret sans équivoque. Parce que lors du contre-interrogatoire, la défense va tenter de discréditer les vidéos qu'on a montrées au jury. Ils vont essayer de prouver que Cassie était une adulte consentante. Et là, on la voit quand même battue, traînée et jetée à terre. Le consentement n'y est clairement pas, donc c'est vraiment crucial pour l'accusation de marteler cela dans la tête des jurés. Juste après cette agression, Cassie a témoigné qu'elle a pris un selfie de ses blessures au visage. Elle a décrit le selfie au jury disant « C'est moi, un selfie de moi avec une lèvre gonflée et des lunettes de soleil ». Dans leur SMS, on peut lire Cassie qui dit à Diddy « J'ai une première lundi pour le plus gros truc que j'ai jamais fait, avec une lèvre gonflée et un œil au beurre noir. Écœurant de penser que ce que tu as fait est normal. Reste loin de moi. » Cette première dont elle parle dans son message, c'était The Perfect Match, un film de 2016 dans lequel elle joue le rôle principal féminin. Et c'était à peine 2 jours après l'incident dans le couloir de l'hôtel. Elle a dit qu'elle était couverte de maquillage pour cacher l'œil au beurre noir, mais certains bleus sur son corps étaient encore bien visibles. Diddy lui répond alors « Les flics sont là », mais Cassie a précisé à la barre qu'elle ne le croyait pas. Un autre message de Diddy lui disait « Tu vas pas m'abandonner et me laisser tout seul, je vais me faire arrêter ». En montrant ces messages, les procureurs veulent démontrer que Diddy essayait déjà de couvrir ses arrières en la culpabilisant. Alors, les procureurs ont indiqué qu'ils ne montreraient pas de vidéos de Cassie dans des expériences sexuelles pendant leur interrogatoire. Ils ont précisé qu'ils ne montreraient que des captures d'écran de ces vidéos. Mais les jurés ont donc vu une série d'images fixes tirées directement des vidéos des FO que Diddy filmait. C'était des images explicites de Cassie ayant des rapports débridés et complètement dépravés. Des images que le FBI a récupérées pendant les perquisitions chez Diddy. Les procureurs estiment que ces vidéos et le fait qu'elles étaient systématiquement sauvegardées, archivées, cachées et utilisées comme moyen de pression sont la preuve d'une structure et d'une organisation criminelle.
C'est important parce qu'ils doivent prouver leur thèse que ces vidéos qu'ils filmaient étaient vraiment des outils de chantage, de contrainte et de contrôle. Et ils ne filmaient pas que Cassie, d'ailleurs, ils filmaient beaucoup de personnes. Le producteur de son dernier album, Love, l'a d'ailleurs attaqué en justice et a dévoilé que Diddy filmait tout et tout le monde, qu'il droguait les gens à leur insu et les incitait à faire des choses innommables. Il y aurait même des enfants parfois. Diddy et plusieurs amis à lui aimeraient les enfants. Ça rappelle l'affaire Epstein, mais dans le monde du hip-hop cette fois-ci. Je vous invite vraiment à aller lire la plainte de Lil Rod parce que ce procès-ci ne traite pas de cette affaire-là. Et c'est pourtant cette affaire-là qui est la vraie affaire. Mais disons que ça a éclaboussé un peu trop de monde, donc on préfère enterrer Diddy dès maintenant et qu'il plonge tout seul, avec des chefs d'inculpation graves, certes, mais pas aussi graves que ça pourrait l'être. Peut-être que j'en ferai une petite vidéo quand même un jour, quand on aura fini avec ce procès-ci. Dans les images présentées, elle a nommé et identifié 13 des escortes avec qui elle a eu des rapports filmés pour le plaisir de Diddy. Un de ses escortes était Jonathan Audi. Alors lui, il mérite une vidéo à lui tout seul, tellement c'est incroyable aussi son histoire. Mais en gros, il y a des années, genre en 2020, avant même que Cassie dépose sa plainte initiale contre Diddy, avec toutes les révélations qu'on connaît, ce mec, Jonathan Audi, avait révélé à des policiers au cours d'un interrogatoire filmé, parce que les interrogatoires, ils sont tous filmés aux États-Unis et on peut y avoir accès assez facilement, qu'il était l'esclave de Diddy depuis 2018. Il avait donné plein de détails complètement fous, mais personne l'a cru forcément à l'époque. Aujourd'hui, tout ce qu'il a dit concernant les FO avec Diddy et Cassie a été confirmé au tribunal. Et il a dit énormément de choses folles sur d'autres rappeurs aussi, comme Rick Ross par exemple. Il a décrit les freak-offs de l'intérieur comme une atmosphère d'animaux. Les réactions des jurés à la vue des images en disent long. Une femme a visiblement pincé les lèvres, un juré homme a secoué la tête, un autre s'est pris le visage dans les mains. Réaction globale vraiment choquée et incrédule. Cassie, pendant ce temps, restait immobile, les épaules droites, la voix stable. Elle est restée impassible et n'a pas craqué, même quand les jurés la regardaient quand même dans des photos on ne peut plus compromettantes. Cassie a expliqué au tribunal que ces FO ont eu un impact physique brutal sur son corps et c'est vraiment difficile à écouter, donc je vous donne encore un petit avertissement parce que c'est assez explicite ce qui va arriver. Cassie a dit que les rapports brutaux et réguliers qu'elle devait endurer dans ses FO lui ont laissé des infections urinaires quasi constantes, le genre qui rendait chaque passage aux toilettes très compliqué tellement ses parties intimes brûlaient. Elle a aussi développé des grosses plaies douloureuses sur sa langue et dans sa bouche à cause de la friction répétée de ce qu'elle était forcée de faire pendant ses virées sexuelles. Elle a ajouté qu'elle ressentait souvent des sensations de brûlure et de douleur à la vessie et qu'elle devait gérer les infections sans vraiment récupérer entre les freak-offs. La douleur est devenue quelque chose qu'elle a appris à supporter. Et puis il y avait les problèmes d'estomac qu'elle attribuait aux drogues que Combs continuait de lui fournir. Elle a témoigné que ces abus avaient ravagé son système digestif. Elle a expliqué qu'il récupérait après les FO avec des perfusions, de simples massages et des repas préparés par un chef. Plus tard dans son témoignage, Cassie a décrit son 29e anniversaire. Elle est sortie dîner avec des amis, c'était un dîner organisé par Diddy, mais il n'arrêtait pas de l'éloigner de ses proches et de réclamer son attention. Elle a dit au jury « Je voulais juste fêter mon anniversaire dans ce resto privatisé avec mes amis, mais on a fini par aller faire un FO à la place. » Cassie a ensuite nommé les gens du cercle rapproché de Diddy qui auraient assisté à tous ces abus. Son chauffeur, ses assistants, sa sécurité, son ancien manager, James Cruz. Elle a aussi décrit la toute première fois où Diddy aurait été violent envers elle. Ça se passe en 2017, ils étaient dans une voiture au retour d'une soirée dînatoire. Il l'a frappée à l'arrière de la tête et l'a fait tomber au sol. Son garde du corps et son chauffeur étaient présents dans le véhicule. Il lui a ensuite piétiné le visage pendant qu'elle se recroquevillait pour se protéger. Quand ils sont arrivés à destination et qu'il a remarqué l'état pitoyable dans lequel elle était, Diddy l'a fait déplacer en urgence dans une chambre d'hôtel avec interdiction de sortir le temps que ses blessures guérissent. Elle a longtemps témoigné sur plusieurs événements violents qu'elle a vécus avec Diddy et puis ils ont abordé la relation de Cassie avec Kid Cudi. Cassie est brièvement sortie avec le rappeur Kid Cudi.
Selon ses termes, ça n'allait pas très bien entre elle et Didi à ce moment-là. Elle a dit qu'elle a tout fait pour garder la relation qu'elle avait avec Kid Cudi privée, mais que Didi a fini par le découvrir quand même. Il a fouillé son téléphone et a découvert des messages et lui aurait alors dit que la voiture de Kid Cudi allait exploser. Rien que ça. Et c'est exactement ce qui a fini par se passer. La voiture de Kid Cudi a explosé dans son allée. Et Kid Cudi l'a d'ailleurs confirmé plus tard au New York Times. Encore une fois, ce genre d'anecdote fait vraiment mal à la défense parce que ça renforce le chef d'accusation de RICO, qui englobe entre autres le racket en bande organisée et l'intimidation. Cassie a témoigné qu'elle est rentrée chez elle pour Noël en 2011 avec des bleus sur le corps, mais qu'elle a menti à sa mère en disant que c'était la première fois que Didi l'avait frappée. Les jurés ont vu les photos en question, montrant un gros bleu foncé sur le bas du dos de Cassie et d'autres bleus sur son épaule et sa cuisse. Elle a expliqué qu'elle a souffert d'une addiction aux opioïdes en les prenant comme mécanisme de défense. Les opioïdes me rendaient insensible, c'est pour ça que j'en étais accro. Elle révèle que Didi l'a forcée aussi à aller dans des clubs libertins. Lors du festival de Cannes en 2013, Cassie a témoigné que loin des paillettes, Combs l'aurait accusée de lui avoir volé des pilules et l'aurait virée de son yacht. Elle a quitté le bateau sans chaussures, son passeport et ses affaires étaient restés à bord également. Elle a fini par squatter une chambre d'hôtel où logeaient les employés. Sur le chemin retour du festival, Didi aurait lancé un enregistrement d'un FO sur son smartphone alors qu'ils étaient avec Cassie dans l'avion pour New York. Cassie raconte que Combs lui a répété à plusieurs reprises qu'il allait l'humilier et diffuser ses vidéos. La procureure Emily Johnson a demandé s'il y avait du monde autour quand Combs jouait les vidéos sur son téléphone en plein vol. Cassie a répondu que oui. Après l'atterrissage à New York, elle a témoigné que le soir même, ils sont allés dîner et ont eu un autre freak-off directement après. Elle a expliqué que c'était réellement son mode de vie et surtout son mode de survie. Il fallait à tout prix faire ce que Didi voulait. Une autre partie incriminante de son témoignage ce 3e jour de procès est quand elle a décrit la nuit où elle dit avoir été violée par Didi en 2018. Elle raconte qu'elle a accepté de dîner avec lui à Malibu pour mettre les choses au clair et rompre une bonne fois pour toutes. Elle sortait déjà avec Alex Fine, son mari actuel depuis peu. Cassie a dit que Didi était gentil au dîner, joueur et même presque romantique. Ensuite, il l'a raccompagnée chez elle. Elle a dit au jury « Je suis entrée, il est entré derrière moi et il m'a violée sur le sol du salon. Je me souviens juste avoir pleuré et dit non, mais c'était très rapide, ses yeux étaient noirs, il n'était pas lui-même. Je pleurais mais il a continué et a fini en moi. » Cet épisode semble avoir contribué au point final de leur relation, malgré qu'elle a reconnu plus tard à la barre des témoins l'avoir revu après cet épisode et avoir eu une relation sexuelle consentie avec lui à ce moment-là. Pour expliquer au juré son comportement, elle dit « On a été ensemble plus de 10 ans. On n'éteint pas ses sentiments comme ça, genre je ne le détestais pas. » Cassie a dit qu'avant de mettre fin à sa relation avec Combs en 2018, elle souffrait de stress post-traumatique. Elle a décrit avoir vécu des pertes de conscience et du somnambulisme. La procureure a demandé combien de ces rencontres X Cassie avait endurées et elle a répondu « Impossible à savoir, mais des centaines ». Elle a aussi confirmé qu'elle avait déjà obtenu 20 millions de dollars de la part de Didi dans le cadre de sa plainte de 2023 et que donc son témoignage dans ce procès-ci n'est pas du tout financièrement motivé. Elle explique qu'elle veut se libérer de son passé, de la culpabilité et de la honte qu'elle ressent. C'est tout pour cette 2e journée de témoignage de Cassie pour l'accusation. Les 2 derniers jours de témoignage de Cassie seront réservés à la défense qui va pouvoir faire son contre-interrogatoire du témoin, en l'occurrence Cassie. Ils vont tout faire pour la discréditer et pour essayer de prouver qu'elle était une participante consentante dans ces vidéos explicites. Alors, que pensez-vous de ce 3e jour de procès? Avez-vous été choqué par les révélations? Dites-moi tout, je sens qu'on va encore apprendre beaucoup de choses, donc assurez-vous d'être abonné à la chaîne Buzz Brut pour ne pas louper une de mes prochaines vidéos sur le sujet. On se retrouve très bientôt, bisous!